tous les entrepreneurs québécois qui ont été impliqués dans ce genre de choses-là. Ça leur a appris des nouvelles techniques qui vont pouvoir leur servir sur des projets futurs. Donc, on gagne à tous les niveaux. Il y a plusieurs raisons d'être fier, puis ça se transcend autant dans les travailleurs que dans les bureaux, que dans la gestion. Le REM, c'est 67 km. C'est 26 stations. C'est un tout premier métro léger automatisé ici au Québec, à Montréal. Dans ce balado, on vous donne accès aux coulisses de ce grand projet et au moment historique de sa mise en service. Je m'appelle Jean-Vincent Lacroix, je suis directeur des communications chez CDPQ Infra, mais avant tout un grand passionné de transport et d'infrastructure. Bienvenue à Prochaine Station. Aujourd'hui, à Prochaine Station, on parle du chantier du REM. Je devrais dire du méga chantier du REM. Parce qu'on le dit souvent dans le projet, c'est le plus grand projet de transport collectif depuis le métro de Montréal. Donc, en deuxième partie d'émission, on va s'attarder dans tous ces chantiers-là. Un particulier, un que j'ai même eu la chance de visiter puis qui m'a marqué, c'est le tunnelier. Le tunnelier du REM, c'est quand même toute une bébite. C'est une machine qui est fascinante. Puis on va vraiment s'attarder à qu'est-ce que ça accomplit comme exploit, ce fameux tunnelier du REM. Mais en première partie d'émission, on va parler de chantier, mais tout ce qui doit être coordonné. Puis vraiment, là, le REM, c'est un immense orchestre. Puis on veut pas que ça soit cacophonique. Au contraire, on veut que ça joue en harmonie. Et on va parler à notre chef d'orchestre du côté du REM, Denis Rivard, qui est vice-président du côté du projet du REM et qui avait ce grand rôle-là de chapeauter la grande coordination. Denis, vraiment content de t'accueillir à Prochaine Station. Merci de m'avoir invité. Bien, ça me fait grand plaisir parce que, je l'ai dit, il y a beaucoup de fierté derrière le REM. C'est un grand accomplissement, mais c'est immense, le REM. Là. C'est quoi, 4000 ouvriers professionnels qui sont derrière ça. T'en fais partie. Mais tu as aussi un rôle central comme directeur projet REM. Donc, on va, avant de rentrer dans le REM en particulier, je voulais que tu me parles un peu de toi, de ta carrière, parce que tu en as vu plusieurs grands projets dans le monde. Au départ, tu as commencé, tu viens du Saguenay, tu as commencé au Saguenay, mais tu as aussi fait le tour de la planète sur différents grands chantiers. Donc, juste un peu nous dire là, d'où c'est parti, là, cette passion-là pour les grands projets. Oui, bien écoute, ça a même parti très tôt dans ma carrière, honnêtement. Donc, j'ai gradué de l'Université du Québec à Chicoutimi en génie à la fin des années 83. Okay. Puis j'ai commencé à travailler dans une firme d'ingénierie locale. C'était une firme multidisciplinaire qui principalement travaillait pour l'aluminerie. Parce qu'évidemment, la région du Saguenay, on le sait, il y a plusieurs alumineries. Donc, ça m'a déjà, disons, lancé dans la gestion de projet en partant. Puis, du côté de l'aluminerie, en fait, des alumineries, il y a plusieurs technologies qui sont impliquées dans ça. Donc, en gestion de projet, ça m'a permis de voir assez tôt dans ma carrière pourquoi les bonnes pratiques de gestion de projet, on change de technologie, on change de secteur, puis finalement, c'est toujours les mêmes bonnes pratiques qui s'appliquent pour livrer les projets dans les temps puis dans les échéanciers. Puis, juste pour les gens qui nous écoutent, de la gestion de projet, là, dans le fond, c'est un peu ce que tu fais pour le REM, c'est le grand chef d'orchestre. C'est toi qui t'assures, peu importe l'instrument qui joue, c'est vraiment s'assurer la grande harmonie d'un grand chantier. Donc, tous les détails, les coûts, les budgets, c'est un peu ça de la gestion de projet? Oui, effectivement. Premièrement, il y a toujours le volet comprendre techniquement qu'est-ce qu'on doit faire. Après ça, bien évidemment, évaluer dans combien de temps ça peut se faire. Ouais. Évidemment, quelles ressources ça prend en termes humains, matériels, équipements, pour être en mesure de définir des estimations de coûts puis des estimations de temps qui tiennent la route. Donc là, on revient au Saguenay. Au Saguenay, tu as débuté dans cette carrière-là, puis éventuellement, tu as un peu fait le tour de la planète. Oui, puis c'est important de mentionner la première moitié de ma carrière, les premiers 15 ans, c'était dans ce type de projet-là qui étaient des projets d'usine. Okay. Donc, c'est-à-dire que c'était des petits projets forfaitaires dans toutes les technologies que je te parlais tout à l'heure. Mais en réalité, ça veut dire que je faisais peut-être une moyenne de 250 projets par année. 250 projets par année. J'ai fait ça pendant près de 14 ans. C'est pour ça que tu dis que c'est des plus petits projets, parce que tu ne peux pas en faire 250 REM dans une année. Non, c'est ça. C'est des petits projets, mais c'est des petits projets dans lesquels c'était forfaitaire, c'est-à-dire que le temps et l'argent étaient limités. Puis c'était des mandats. On partait, par exemple, d'une étude de concept. Il y avait de l'ingénierie de conception, l'ingénierie préliminaire, l'approvisionnement, la gestion de construction, jusqu'à la mise en service. Mais quand tu fais ça sur plusieurs projets simultanément, puis que c'est forfaitaire, il faut que tu saches rapidement si ton projet est bien parti ou pas, parce que la moyenne dans ces années-là, c'était peut-être 8 semaines. 8 semaines. Puis je pouvais avoir 80 projets simultanément, donc on parle d'un portfolio de projets. Il fallait que les ressources soient associées, puis il y en a qui pouvaient être en construction, d'autres pouvaient être en conception initiale, d'autres en ingénierie détaillée. Il fallait garder le contrôle sur
sur tout ça simultanément. Mais si on compare à un projet comme le REM, qui est un méga projet, ben c'est une multitude de projets. C'est encore un portfolio de projets. Chaque station est un projet en tant que tel. C'est ça, au final, le REM, on dit le chantier du REM, mais c'est pas un grand chantier, c'est une multitude de petits chantiers, de petits projets dans ce méga projet-là. De projets, mais que tout ça est interrelié, puis chacun a une influence sur l'autre. Fait qu'il faut vraiment avoir le moyen d'avoir le portrait global, mais en même temps d'être capable de descendre dans le détail de chacun de ces projets-là pour les faire arriver. Puis on est limité en ressources, on est limité en temps, on est limité en argent. Donc, il faut vraiment travailler fort pour optimiser tout ça. Puis comme c'est un projet de longue haleine, c'est-à-dire plusieurs années, quand on définit le projet au début, puis on sait qu'on va le construire dans les 5-6 années suivantes, essayer de tout prédire, on n'a pas 100% de l'information en partant. Ben oui, parce que c'est ça, tu as raison. Le REM a été annoncé en 2016. Le temps passe. Chaque année, là, on les a vus, chaque année amène son lot de surprises. Là, surtout avec la pandémie, on l'a tous vécu. Je vais revenir sur un élément quand on parle du REM comparé à tous ces projets-là auxquels tu as participé. Comment tu qualifierais le REM qui, pour le Québec, est quand même un gros chantier, mais par rapport à ailleurs, qu'est-ce qui se fait dans le monde? Oui. Ben, en fait, c'est ça le vrai niveau de comparaison d'un projet comme le REM. C'est un projet de classe mondiale. C'est-à-dire que c'est vraiment un projet on le fait au Québec présentement, mais c'est ce type de projet-là, qu'on le fasse à Singapour, qu'on le fasse à Hong Kong, qu'on le fasse en Australie, en réalité, c'est même, on est obligé d'avoir des ressources internationales pour faire ça. Il n'y a pas un pays où il y a toutes les ressources sur place. Donc, ça devient des projets dans lesquels il y a des technologies qui viennent d'ailleurs dans le monde, il y a du personnel qui vient d'ailleurs dans le monde. On fait un pool pour vraiment réaliser le projet. Puis, pour quelqu'un comme toi, puis il doit en avoir plusieurs autres derrière le REM, c'est une occasion aussi de travailler à la maison parce que normalement, quand tu fais des grands projets d'une certaine taille, ben, tu n'as pas le choix de voyager. Là, pour beaucoup de monde, c'est de venir rester ici au Québec, là. Oui, c'est ça. J'ai une petite anecdote peut-être à raconter là-dessus. C'est que dans mes 15 années que je parlais tout à l'heure, au bout de 14 ans, le plus gros projet que j'avais fait, c'était un projet de 40 millions que j'avais adoré. Mais on veut toujours, quand on est dans ce domaine-là, on veut toujours en essayer plus, hein, aller plus haut. Mais un bon moment donné, on annonce une nouvelle aluminerie au Saguenay, un projet de plus de 2 milliards. Puis là, comme firme locale, on a eu un morceau de peut-être 50 millions sur le 2 milliards. Bon, on faisait seulement que l'ingénierie. C'était les grandes firmes internationales qui avaient tout le fun, c'est-à-dire la gestion de la construction, l'approvisionnement, les contrats, tout ça. Puis je voyais passer ça, je disais, moi, c'est ça que je veux faire aussi. Fait que c'est ça qui m'a amené à appliquer sur une de ces grandes firmes-là. Puis c'est comme ça que je suis parti. Puis le plus drôle, c'est que mon patron, moi, j'avais fait 40 millions, j'étais pas dans un méga projet, mais mon patron me fait venir le vendredi dans son bureau, puis il dit, écoute, Denis, on a une aluminerie à construire en Afrique, au Mozambique. La personne qui devait être en charge des salles de cuve a un problème de santé. À brûle pour point, le projet vient d'autoriser pour l'exécution. On a regardé ton CV avec le client. T'es jeune un peu, mais on pense que tu peux passer au travers. T'es-tu prêt à y aller? Fait que c'est ça qui fait que je suis parti en Afrique du Sud, puis j'ai travaillé là-bas avec des gens qui étaient des experts. Moi, j'étais le new kid on the block. J'avais peut-être entre 35-38 ans. Puis les gens là-bas avaient l'âge que moi j'ai aujourd'hui, mais j'ai tombé dans une machine qui était rodée à livrer des grands projets. Fait que ça a été une passion. Puis à la fin du projet, ben écoute, en plus, c'était la même technologie que l'aluminerie qui se construisait dans mon arrière-cour chez moi. Mais tu vois, si j'étais resté au Saguenay, jamais on m'aurait confié les salles de cuve de cette aluminerie-là. On m'envoie à l'autre bout de la planète, je suis en charge des salles de cuve pour une technologie similaire. Puis on a produit, je ne vais pas faire de comparaison, mais on a produit ça dans des délais, les délais prescrits, puis à l'intérieur des coûts. Puis le projet a même gagné le PMI Project of the Year. Fait que c'était mon premier grand projet. Mais un de mes mentors à l'époque m'avait dit, Denis, si tu commences à faire des projets internationaux, tu vas devenir accro parce que c'est vraiment passionnant. Puis c'est ça qui a expliqué que les 20 années qui ont suivi, j'ai passé vraiment d'un projet à l'autre, à plusieurs pays d'Afrique, au Moyen-Orient, en Asie, en Australie, puis en Amérique latine. Tu as dit quelque chose de super important sur lequel je veux revenir, les coûts et les budgets. Tu as dit que l'exemple du projet, tu disais c'est une fierté, on est rentré dans les coûts et les budgets. On le sait, au Québec, il y a pas mal de cynisme par rapport à ça parce qu'on dirait qu'on se dit, ils sont où les projets qui arrivent dans les temps et dans les budgets? Le REM
évidemment, c'est un méga projet. On l'a déjà dit qu'il allait y avoir des délais. Les coûts aussi, on s'est prononcé sur des coûts additionnels. Quand quelqu'un entend ça, à un moment donné, la flamme du cynisme fait juste être plus forte. Qu'est-ce que toi, tu répondrais à ça pour le REM, mais aussi pour un peu expliquer pourquoi ça arrive, ce type de situation-là? Oui, effectivement, un projet est toujours à risque par rapport à ça. Puis une des raisons principales, c'est que normalement, tu peux jamais faire l'ingénierie à 100% d'un projet avant d'avoir les autorisations budgétaires pour construire. On fait un certain pourcentage de l'ingénierie pour régler les problèmes principaux. On se réfère à des projets existants similaires. On arrive à une certaine cédule, puis un certain montant d'argent basé sur cette expérience-là. C'est sûr que idéalement, le projet parfait, ce serait qu'on ferait 100% de l'ingénierie, puis on irait tout vérifier le site où on doit faire le projet à 100%. Ouais. Mais ça, si on ferait ça, ça prendrait des années avant de pouvoir lancer un projet. Puis malgré tout, les choses évoluent, les technologies évoluent. Donc, à un moment donné, il faut tracer une ligne puis dire, on a assez d'informations, puis on audite même ces parties-là pour s'assurer que tous les points ont été vérifiés comme il faut. Mais c'est pas 100%. OK? Donc, une fois qu'on lance le projet, bien évidemment, dès le départ, il faut constamment réévaluer la situation puis s'ajuster au fur et à mesure que l'ingénierie avance, des situations qui peuvent apparaître. On découvre, on travaille dans un endroit où on pensait que, bon, selon nos investigations, que des choses allaient bien se passer, mais on découvre des choses, comme par exemple, on a eu l'explosion de vieilles dynamites dans le tunnel. Ça, personne ne pouvait prévoir ça au départ. Puis en réalité, puis quand on définit le temps de quelque chose, c'est vraiment, on va loin on est très méticuleux à choisir la date. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Si on a une activité à faire, évidemment, on veut toujours le faire le plus vite possible. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on fait? On compare avec l'activité en question, comment a été faite, comment ça prend de temps pour le faire normalement, c'est quoi nos références, on consulte des experts, puis on dit, OK, supposons une activité pourrait durer 10 jours. Puis on regarde ça, puis on dit, OK, basé sur notre expérience, sur le niveau d'analyse qu'on connaît, on va fixer 5 jours pour le faire. 5 jours, c'est réaliste. C'est le temps que on devrait être capable de le faire. Mais on n'a pas une probabilité de 100%. On va dire c'est une probabilité de 70%. On appelle ça P70. OK? Là, on a deux choix. On pourrait dire, nous, on veut le faire plus rapidement. On veut le faire en 3 jours. On pense que ça peut être possible de le faire en 3 jours. Mais là, quand on fait ça, il y a des choses qui peuvent se produire. L'entrepreneur pourrait dire non, c'est impossible, je ne veux pas le faire. Sinon, je vais mettre des moyens qui vont faire que ça va coûter beaucoup plus cher. Puis on a peut-être une probabilité de 25%, on va dire P25, pour réussir à le faire en 3 jours. Par contre, on peut aller à l'autre extrême, dire si on se donne 10 jours, on est sûr à 100% qu'on va rencontrer la date. Mais c'est plus long. Mais là, on crée à ce moment-là un autre phénomène, c'est que là, est-ce qu'on va avoir suffisamment de pression pour décoller comme il faut, puis planifier comme il faut, mettre les bonnes ressources? Fait que si on donne trop de temps, ben on est des êtres humains, on risque de pas être tout à fait performant. Et là, qu'est-ce qui arrive? Notre date dans 10 jours, qu'on est sûr à 100%, puis on laisse partir l'entrepreneur, puis on n'est pas inquiet parce qu'on sait qu'on a le temps pour le faire. On va voir après 2 jours, ben là, ça n'a pas décollé sur les chapeaux de roue comme on s'attendait. Il y a déjà du retard, ça fait que le 100% est baissé à 90% ou à 95%. Donc, la bonne date, c'est la date de 5 jours, qui est à une probabilité de 70%. Donc, elle n'est pas 100% en partant. Mais c'est celle qui nous permet de garantir un temps réaliste. Puis l'affaire, c'est que on peut quand même, en termes d'équipe de gestion de projet, viser le 3 jours. Mais on travaille on va en appel d'offres avec le 5 jours. Si on vise le 3 jours, qu'est-ce qui arrive? On va peut-être pas réussir en 3 jours, mais on va augmenter notre chance du 5 jours de passer de 70% à 80%. Parce que tu augmentes un peu la pression. Parce que tu augmentes un peu la pression. Mais par contre, là, tu vas me dire, pourquoi vous dites pas 5 jours à l'entrepreneur, mais vous dites pas au public 10 jours? Parce que le 10 jours, il est 100%. Exact. Bien là, si on dit au public 10 jours, mais on dit... Ben, l'entrepreneur, il est dans le public aussi. L'entrepreneur, il est le journal. C'est ça. C'est la date qu'on donne publiquement devient la date du projet. Oui. Puis là, on tombe dans le phénomène que là, la pression peut relâcher, puis on prend des retards. Donc, on n'a pas le choix en gestion de projet. Il faut se donner une date réaliste, mais une date qui n'est pas garantie à 100%,
pour être en mesure d'optimiser notre travail pour arriver dans les meilleurs temps possibles. C'est toujours ça qu'on fait. Puis là, j'ai l'impression que tu viens de nous présenter un engrenage d'une multitude d'engrenages, puis tu dis, là, en plus de tout le détail pour cet engrenage-là, tu dis, ouais, puis lui va peut-être éventuellement avoir un effet sur un autre engrenage, puis un autre engrenage. Parce que j'ai parlé d'une activité. Mais dans un projet comme le REM, il y a des dizaines et des dizaines de milliers d'activités, puis chacune de ces activités-là, il faut qu'elle soit regardée de cette façon-là, puis chacune a une influence sur l'autre. Fait que ça, c'est sûr, on a des outils informatiques pour nous aider à faire ça, puis on a des spécialistes, mais quand même, la date de fin qu'on donne, pas tombée du ciel. C'est vraiment une analyse. On fait ce qu'on appelle des simulations de Monte-Carlo. On mesure les probabilités, puis on regarde qu'est-ce que ça nous donne. C'est comme ça qu'on donne une date. Puis comme je vous ai dit tantôt, on peut pas donner des dates de certitude à 100%. J'ai fait aucun projet dans ma carrière, dans mes 40 ans de carrière, où on était sûr à 100% de la date en partant. Surtout sur un projet qui dure plusieurs années. Puis là, je sens nous y étendre parce que je pense qu'on a largement parlé de la pandémie, mais en même temps, on dirait que quand tu dis ces risques-là puis les impacts, on ne peut pas passer à côté de plus de 2 ans de quelque chose que personne ne pouvait voir venir. À ton sens, avec toute ton expérience, à quel point une pandémie mondiale a un effet sur un projet comme le REM? Ça, c'est vraiment exceptionnel. Je vais vous dire, j'ai fait un projet à un moment donné dans le désert de la Namibie. C'était comme être sur la Lune. On pourrait avoir les contextes de logistique, de transport, d'approvisionnement, de ressources absolument épouvantables. Puis le projet est quand même bien réussi. Mais j'ai jamais vu ce qui s'est passé avec la COVID. Avec la COVID, on a eu des impacts qui étaient inimaginables. Dans un certain sens, écoute, en partant, évidemment, les chantiers ont tout été arrêtés pendant une période de presque 2 mois. Ensuite, quand on a recommencé les travaux, les protocoles étaient beaucoup plus complexes. Après ça, évidemment, il y a eu des éclosions. Il y avait des éclosions ici et là, donc il fallait suivre tous les protocoles. Puis là, on parle, ça a duré pendant 2 ans. Mais les vrais dommages de la pandémie, pour nous, c'est les dommages collatéraux. C'est-à-dire vraiment le problème de ressources que ça a généré, les problèmes d'approvisionnement. Puis on en a encore aujourd'hui des problèmes de logistique. Par exemple, tout le temps que la Chine a été en politique zéro COVID, les installations portuaires pour envoyer des l'acier puis des choses qu'on a besoin, en particulier de la Chine, c'était à demi de la vitesse puis au quart de la vitesse habituelle. Fait que c'était un impact qui était majeur. Puis malgré tout, on a réussi à maintenir quand même des vitesses qui sont exceptionnelles. Puis c'est ça qui est particulier parce que là, on se compare avec d'autres projets au Québec. Mais quand on se compare à l'échelle des projets de classe mondiale internationale, les gens de l'extérieur regardent ça, puis malgré la pandémie, ils trouvent ça incroyable. Le progrès qu'on a réussi à faire dans ces conditions-là. Ça a mis un voile devant le travail exceptionnel que nos entrepreneurs et nos équipes ont réussi à faire pendant cette période-là. Merci beaucoup, Denis. On poursuit prochaine station avec notre deuxième invité, qui est Xavier Dontigny, qui est directeur adjoint du côté de Nouvelle Ère, donc qui est notre grand consortium qui est responsable des travaux, et on parle du fameux tunnelier. On poursuit l'épisode de Prochaine Station avec Xavier. Xavier, je l'ai dit en introduction, j'ai eu la chance de visiter le chantier du tunnelier. C'est fascinant. C'est vraiment quelque chose d'unique au Québec. Là, pour les gens qui nous écoutent, là, imaginez une immense usine mobile de 150 mètres avec 47 disques à l'avant qui vient forer comme ça tranquillement, puis rapidement quand même, parce que c'est assez efficace. Un tunnel, puis en même temps, il ne fait pas juste forer, mais qui aussi vient installer les parois du tunnel avec tout un système de disques qui vient, des anneaux qui viennent se poser comme ça au fur et à mesure que ça avance. Xavier, c'était une première au Québec. Qu'est-ce que ça a fait de jouer un peu avec cette immense machine-là pour toi? Est-ce que tu avais déjà travaillé avec une machine comme un tunnelier? Oui, premièrement, les tunneliers, c'est pas la première fois qu'on utilise au Québec. Okay. On utilise d'autres types de technologies de tunneliers. Mais un tunnelier comme lui que vous êtes en train de décrire, puis bravo, vous le décrivez très bien, qui vient installer des voussoirs puis vient forer à l'avant. Nous, on appelle ça PB, donc un tunnelier avec des pressions de terre. C'est la première fois qu'on utilise ça au Québec. Puis donc, cette technologie-là, pour la première fois, c'était disons, captivant. Un beau défi. On a eu beaucoup de plaisir là-dessus. On le suit fort, mais de pouvoir tester je ne dirais pas tester parce qu'on avait de l'expérience, on avait du monde professionnel qui avait l'expérience là-dedans, mais d'utiliser des nouvelles technologies comme ça, ça a été très, très gratifiant. C'est ça, c'est assez unique de voir un tunnelier qui forait, tu l'as dit, mais aussi, je pense, pour les
parois. Normalement, c'est pas toujours le cas. Des fois, on fore puis on vient installer après les parois du tunnel. Là, ça se faisait de façon, je dirais pas automatisée, mais disons en même temps, là. Oui, donc il y a plusieurs types de technologies de tunnelier. Puis avec celui-là, on peut appeler ça un tunnelier qui va faire une passe. Donc, au fur et à mesure qu'on avance avec le tunnelier, qu'on fore, peu importe la géologie, on était prêt à avoir des géologies, disons, plus molles ou du roc, pour simplifier ça. On installe en même temps les voussoirs en arrière. Donc, ça, c'est des anneaux préfabriqués, des segments préfabriqués qui s'embarquent un dans l'autre comme un petit casse-tête, si on veut. Okay. Et ils ont 1,7 mètre de long. Donc, ce que ça permet, ça, c'est qu'au fur et à mesure qu'on avance, qu'on escave, on voit jamais le sol. Donc, peu importe le type de sol qu'on est, on est tout le temps supporté soit par le bouclier à l'avant, soit par les anneaux préfabriqués en arrière. Donc, côté consolidation et support du sol, c'est constant et, du début à la fin. Support du sol. Je veux revenir là-dessus parce que dans le cadre du tunnelier, là, il a été complété. Il y a eu quand même des défis particuliers. Je comprends que c'est un peu lié au sol. Tu l'expliquais, il y a des différents. Il y a du roc. Je pense que c'est plus facile dans du roc parce que c'est assez solide. Des fois, dans du sol meuble, c'est un peu plus complexe. Qu'est-ce qui s'est passé du côté du tunnelier? Là, un des grands défis qu'on a vécu. Déjà, le terme facilité, ça dépend encore une fois. Selon les forages géotechniques qu'on fait avant le projet, on va savoir le type de sol à quoi s'attendre. Et avec ça, on va adapter la technologie de notre tunnelier en conséquence. Donc, c'est sûr qu'avec la bonne technologie, tout sol peut être foré. OK, on fait des changements. Si c'est du roc, le tunnelier va avoir une configuration différente que si c'est du sol meuble. Ah oui, tout à fait. Donc, c'est vraiment, vraiment important, un peu comme Denis disait en première partie, l'ingénierie avant les travaux, donc avant tout l'approvisionnement, parce qu'on adapte nos technologies, on adapte nos techniques pour pouvoir effectuer le travail. Ensuite, nous, dans notre cas, oui, on a plusieurs défis. Puis lui que vous apportez là, c'en est un très grand parce qu'on avait une transition du sol à faire, donc une transition du sol mou à du roc. Et dans cette transition-là, bien qu'on avait fait des forages géotechniques, il y a eu une complexité de sol non prévue qui était différente que celle à laquelle on s'attendait. Donc ça nous a obligés, lors des productions, lorsqu'on était parti, d'arrêter 6 mois pour faire l'entretien de la tête de coupe. Donc, c'était quelque chose à quoi on ne s'attendait pas. Puis dans les milieux qu'on était, c'était très complexe. On a dû, pour parvenir à faire ça, on a dû faire l'utilisation d'azote liquide. Donc, quand on parlait de nouvelles technologies, on en a amené une deuxième là, azote liquide, pas quelque chose de commun du tout. Mais l'azote liquide, explique-moi, elle servait à quoi l'azote? Pour faire ça simple, avec l'azote liquide, ça, c'est à moins 196 degrés. Donc, en faisant des forages autour de la tête de coupe dans le sol, en venant transporter, en venant amener l'azote liquide dans ces conduites-là, on était capable de venir geler le sol autour de la tête. Donc, une fois qu'il s'effrite, on l'a comme retransformé en roc, finalement. OK, on a solidifié le sol avec de l'azote liquide. Oui, donc ces sols-là qui, normalement, ne se tiennent pas par eux-mêmes, une fois qu'ils sont complètement gelés, c'est un peu comme du roc, dans le sens que là, ils vont être capables de se tenir. Donc, une fois qu'on a réussi à parvenir à ce point-là, on est capable de rentrer dans la tête de coupe du tunnelier. Et là, il faut enlever le sol qui est dedans et ensuite faire l'entretien. Puis c'est comme si on était dans du roc, dans le sens qu'on n'est pas sous pression d'air, c'est atmosphérique. Donc, les gars peuvent travailler pour faire leur entretien. C'est un peu ce que tu disais, Denis, des défis comme ça c'en est un exemple, mais c'est ça qu'on vit au quotidien. C'est quelque chose qui était non prévu puis qu'il a fallu agir rapidement pour trouver des solutions, aller vers les sources d'informations, ramener les spécialistes qu'il fallait. Tout ça s'est fait très rapidement puis avec succès. Ben, c'est ça, tu dis 6 mois, quelqu'un qui entend ça et dit « Mon Dieu, c'est long », mais finalement, ça aurait pu être beaucoup plus, là. Ça aurait pu être beaucoup plus loin. On avait des plans B, C et D qui nous intéressaient aucunement, mais avec l'azote liquide, on a réussi à obtenir les résultats voulus. Puis ça a super bien été dans le sens que oui, ça peut être long 6 mois, mais une fois que le 6 mois était terminé, une fois que l'entretien a été effectué, on est parti, on n'a pas arrêté jusqu'à la fin, puis c'était un succès, là. Puis la suite du parcours du tunnelier, j'ai dit qu'il forait, mais il y a une particularité aussi, c'est qu'il passait sous les pistes de l'aéroport de Montréal. Un avion qui décolle, un avion qui atterrit, s'il y a un lieu où il ne faut pas que le sol bouge, là, c'est bien là. Est-ce que c'est un défi particulier? On n'a pas de marge, en fait. Ah non, tout à fait. Puis là, lorsqu'on parle d'analyse de risque, analyse de gestion de risque, coordination avec les tiers parties, 2-3 ans et plus avant, même que le tunnelier arrive à la piste, on est en coordination avec l'aéroport de Montréal pour mettre un plan de marche côté instrumentation géotechnique. On a passé plusieurs mois chez eux, que ça a été difficile aussi parce que c'est pas facile d'aller travailler sur l'aéroport proche des pistes avec des avions. Donc plusieurs mois à travailler là, à faire des forages, installations géotechniques, beaucoup d'instruments qui allaient nous permettre, une fois que le tunnelier allait se rendre à leurs infrastructures, dont une des plus critiques, la première qu'on traversait, la piste 06 gauche 24 droite, une piste internationale où il y a beaucoup d'avions. Que tout le monde reconnaît, là. Donc, nous, c'est la fameuse piste qu'on part pour l'Europe, entre autres. Donc, nous, on approche, on dit, OK, ben le temps qu'on passe, il faut vous arrêter vos opérations. Fait qu'il n'y a pas de marge à l'erreur. La criticité pour leurs opérations, eux, est très élevée.
Donc, ça, c'était un super défi. Mais une fois que le tunnel est arrivé, qu'on a bien suivi nos paramètres d'excavation, l'équipe chantier ou les ingénieurs, mais aussi après, en suivant les données en live de l'instrumentation qu'on avait mis, qui était une instrumentation assez poussée, tout a bien été. On a eu des bons résultats. On a passé, puis en une semaine, on a traversé la piste, puis elle s'est remis en fonction sans problème. Denis, tu parlais qu'il y avait beaucoup de joueurs locaux, beaucoup de Québécois qui ont travaillé sur le projet, beaucoup d'entreprises d'ici, mais il y a aussi un côté multiculturel parce que quand on fait venir une technologie qui est une première au Québec, il y avait aussi des ouvriers qui venaient d'ailleurs dans le monde, puis il y a eu un partage. Dans le cas du tunnelier, l'expertise ou les ouvriers, ils venaient un peu partout sur la planète aussi, là. Oui, tout à fait. Donc, ce tunnelier-là, avec la technologie de tunnelier qu'on avait, c'était quelque chose de nouveau au Québec, comme vous avez bien dit. Nous, on avait un de nos partenaires, c'est espagnol. Donc, on a eu beaucoup d'Espagnols sur le projet, mais on a eu beaucoup d'Européens, aussi quelques professionnels d'Amérique du Sud. Je vous dirais qu'on a eu une équipe super multiculturelle. Donc, s'il y a bien une chose qui est intéressante de ça, c'est qu'on a appris énormément. Là, on parle pas juste d'apprendre de comment utiliser une technologie, on parle aussi d'apprendre des manières de faire différentes d'autres pays, de constructions différentes. Puis vice-versa, il ne faut pas se sous-estimer non plus. Ils apprennent aussi beaucoup de nous, comment on travaille. Les défis d'hiver, je vous dirais que pour eux, ils ne savaient pas c'était quoi de l'eau qui gèle en janvier. Là. Fait qu'il y avait des grandes différences. Mais suite à ça, la barrière linguistique n'était pas très élevée. On réussit à se comprendre pareil. Puis ça finissait que c'était juste un melting pot de plein de professionnels qui ont un objectif puis un but similaire. Puis, justement, dans les méga projets qu'on pourrait dire classe mondiale, je peux vous dire que dans tous ceux que moi j'ai fait dans 20 ans, en général, on a au moins une quinzaine de nationalités différentes qui sont impliquées. Puis c'est un partage de tous, en fait. Ça. Tout le monde. Je pense que dans notre projet, on a fait un inventaire d'à peu près 27 nationalités différentes qui sont impliquées sur le projet. Puis ça, c'est une des particularités des méga-projets. On n'a pas, comme tu disais, Denis, aussi, on n'a pas le choix. C'est qu'on doit aller chercher l'expertise un peu partout, les technologies, mais au final, j'aime ça, Xavier, que tu dis, ben de part et d'autre, il y a un partage puis une richesse qu'on va développer. Non? Oui, tout à fait. Non. Puis, comme vous dites, plusieurs nationalités, on en a eu plusieurs sur notre secteur. Et non, c'était une très belle expérience. J'aimerais parler un peu de cette idée-là de partage ou de redonner. Xavier, tu sembles là, avoir eu une expertise ou une expérience, du moins, qui va te suivre sur tous les projets. Denis, tu disais aussi que quand tu as voyagé plus jeune, tu as appris beaucoup. Des méga projets comme ça, c'est quel lait que ça laisse pour justement les bâtisseurs, les experts derrière ces projets-là? Bien, c'est sûr et certain qu'on développe une expertise qui reste. Donc, il y a ceux qui font la gestion de ça, qui apprennent ces choses-là. Ensuite, il y a le niveau des travailleurs qui, eux, apprennent des nouvelles façons de fonctionner. Puis les sous-traitants aussi, tous les entrepreneurs québécois qui ont été impliqués dans ce genre de choses-là, ça leur a appris des nouvelles techniques qui vont pouvoir leur servir sur des projets futurs. Donc, on gagne à tous les niveaux. Il y a eu le tunnelier, on en a parlé, mais as-tu d'autres exemples, Denis, à dire? En fait, on a eu les lanceurs de poutres. On avait deux équipements qui nous permettait de faire les structures aériennes. Présentement, on coule le tunnel central, le mur central du tunnel du Mont-Royal. C'est fait avec des machines de coffrage automatique, qui est une technologie qu'on a importée de l'extérieur aussi, puis qui nous permet d'avoir des taux de production, des taux d'avancement qui sont beaucoup plus rapides que les méthodes traditionnelles. Mais ça va rester. Une fois qu'on a vécu cette expérience-là, on l'a expérimenté, on a développé l'expertise, on peut l'utiliser dans d'autres projets maintenant. Xavier, quand j'ai été visiter le chantier, on voyait des ouvriers très fiers parce qu'à ce moment-là, le tunnelier était complété. Cette fierté-là, est-ce que toi aussi, tu l'as ressenti à travers cet accomplissement-là? Est-ce que c'était un peu en disant, on vient un peu de faire quelque chose de nouveau, quasiment unique ici? C'est sûr, puis il y a plusieurs raisons pour ça. Des méga projets comme celui-là, puis juste le secteur de l'aéroport où on dit, OK, c'est un secteur du projet, mais c'est quand même un secteur qui dure plusieurs années. C'est pas comme des projets qui peuvent prendre quelques mois. Donc, juste de travailler aussi longtemps sur un projet, puis malgré les défis, comme on jasait un peu plus tôt, réussir à avoir un succès puis à obtenir le produit final livré comme espéré, il y a déjà beaucoup de fierté là-dedans. On rajoute à ça les autres étapes de dire qu'on fait une infrastructure qui va être utilisée par les Québécois pendant plusieurs années, de dire qu'on a touché une nouvelle technologie, qu'on a fait affaire avec du personnel international, qu'on a eu beaucoup de discussions avec des tiers parties comme l'aéroport, la ville ou, dans notre cas, dans l'ouvrage CDPQ. Tout ça mis ensemble, il y a plusieurs raisons d'être fier. Puis ça se
transcend autant dans les travailleurs que dans les bureaux, que dans la gestion. C'était pas facile. Hein? Moi, il y a des ouvriers qui nous disaient, en hiver, l'hiver, les journées d'ensoleillement sont relativement courtes, puis ils nous disaient, on arrive le matin, il fait noir parce qu'on commence tôt, puis on a on travaille, puis le soir, quand on sort, il fait encore noir parce qu'on est resté sous terre, littéralement, tout le long. C'est quand même aussi des méga défis aussi personnels pour les gens qui ont travaillé dans un exemple comme le tunnelier. Non, c'est sûr. Puis souvent, j'utilise la comparaison avec des travaux dans les mines dans le Nord, dans le sens que, dépendant de nos travaux, on va avoir des rotations. Ça peut être du 14-7 qu'on est habitué de voir dans les mines ou avec des projets d'Hydro-Québec, ou ça peut être des plus petites rotations comme nous, on a fait, du 7-4, 7-3. Mais les gars, ils sont dédiés complètement quand ils sont là, puis c'est des longs quarts de travail. Puis ils travaillent très fort. Donc oui, tout à fait, c'est pas facile. En plus, c'est des journées plus longues parce qu'on regarde des productions pour permettre d'aller chercher les livrables dans les temps qui font qu'on n'a pas le choix de continuer à tous les jours. Et c'est vraiment du monde qui sont dédiés à la tâche. Là. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Moi, je peux dire, je suis vraiment fier d'entendre un jeune gestionnaire comme ça, qui est capable de parler d'une technologie comme ça, d'avoir appris tout ça, puis je trouve ça fascinant. Je suis vraiment fier c'est un exemple, juste à côté de moi, de ce que ça produit, un méga projet comme le REM. Ben oui, parce que là, après ça, le monde est à toi, Xavier, parce que c'est un peu ça aussi, comme Denis a vécu. Tu viens chercher une expertise, puis c'est des projets qui peuvent faire des tunneliers. Ça peut être partout sur la planète. En fait, dans les méga grands projets, aujourd'hui, on en voit plusieurs. Là. Présentement, on a des beaux projets au Canada. On parle international, mais on peut regarder localement des futurs projets où il va y avoir cette technologie-là au Québec sous peu, comme vous le savez sûrement. Oui, c'est vrai. Mais aussi, on pense à Toronto, Vancouver, on en a plusieurs. Calgary bientôt. Donc, juste au Canada, on a ce type de projet-là. Merci beaucoup à vous deux. On le voit, on le constate, le REM pourra être fort probablement une bougie d'allumage pour d'autres projets grâce à l'expertise des gens comme vous, tous les humains, les experts qui ont été derrière ce méga projet. Merci. Merci. Merci beaucoup. On conclut l'épisode de Prochaine Station avec Rose, notre conseillère communication numérique. Aujourd'hui, Rose, tu nous parles des palissades de chantier. Les palissades de chantier, c'est quoi? C'est ce qui protège les fameux chantiers de construction du REM. C'est pas toujours beau, c'est pas toujours esthétique, mais c'est nécessaire. Il faut pas que les gens puissent aller sur les chantiers. C'est une question de sécurité. Qu'est-ce qu'on fait pour aider la situation? Bien, d'abord, pour que les gens puissent s'imaginer, c'est des espèces de gros bouts de bois qui font en sorte qu'on peut pas accéder au chantier, mais qu'on peut pas voir non plus qu'est-ce qui se passe derrière. Bien, justement, quand on a commencé le projet, on s'est intégré, on est débarqué dans des quartiers pour plusieurs années, puis on s'est demandé comment faciliter notre présence, puis aussi l'embellir, parce que justement, les palissades sont tellement proches de quartiers résidentiels, de zones de vie, qu'on voulait que ce soit agréable pour les gens. Donc, on a commencé à collaborer avec des organismes comme Massive Art, MU, qui sont quand même très connus dans l'univers des murales, justement, dans ce domaine-là, pour qu'ils nous aident à identifier des artistes locaux. C'était très important pour nous de travailler avec des artistes qui venaient de ces zones-là parce que sur nos kilomètres de tracé, il y a une multitude aussi de localités et de différences. Là. Donc, je vais vous donner des petits exemples. En fait, le premier projet a eu lieu à Ville-Mont-Royal et c'est justement une collaboration entre MU, la ville et l'artiste Isabelle Duguay. Elle s'est inspirée de... Là-bas, c'est caractéristique, les roseraies. Donc, elle s'est inspirée de ça pour créer une murale. Sinon, des fois, on travaillait aussi avec des résidents du secteur directement. Je pense entre autres au secteur Technoparc. On est collé à une garderie. On a utilisé en fait les dessins des enfants de la garderie pour les mettre sur la palissade de chantier. Là, en passant, tous les exemples que je donne sont sur notre site web. Oui. J'invite les gens. Tu donnes le goût. Là, les gens essaient de s'imaginer. Mais oui, on peut aller les voir, ces palissades-là de chantier. Ces œuvres-là, finalement. Oui, c'est des œuvres d'art, en fait. À Sunnybrook, un exemple un petit peu plus récent, c'est une collaboration entre l'artiste Teen Adult et la Maison des Jeunes. Elle, dans le fond, elle leur a demandé des thématiques qui les inspiraient pour créer une œuvre d'art. Donc, c'est vraiment littéralement créé à partir des thématiques qu'eux ont identifiées qui leur parlent aussi. Puis ce que j'aime là-dedans, c'est que là, tu nommes des œuvres, mais on a essayé de donner le moins de contraintes à l'artiste. On aurait pu dire, il faut mettre de l'avant le REM, il faut que ce soit une murale qui reflète ce qui s'en vient, le futur. Mais finalement, non, on a vraiment été, non, c'est vraiment à vous de vous exprimer selon le quartier, selon la réflexion, selon la vision. Puis ça donne justement une belle diversité d'œuvres au final. Exactement, parce que c'est pas justement des œuvres qui représentent le projet. C'est pas de la promotion. C'est pas de la promotion, c'est des œuvres qui représentent le quartier. Exact. Il y a des défis aussi, là, je pense entre autres au secteur centre-ville. Oh oui, ça là, puis
le secteur centre-ville, il y a une réalité à laquelle on ne peut pas échapper, c'est les graffitis, le vandalisme. Puis au début, on avait installé, je pense, une des plus grandes murales, bannières de chantier. Puis malheureusement, rapidement, là, c'est ça s'est retrouvé plein de graffitis. Donc, tu as raison, on s'est quand même cassé la tête pour trouver une solution là, qui n'allait pas être vandalisée. Bien, c'est ça. On s'est assis avec l'entreprise Massive Art pour réfléchir à des solutions un peu innovantes qui allaient réduire les possibilités de vandalisme. Exactement. Puis on a lu là-dessus. Moi, je me rappelle, j'ai regardé des vidéos. Qu'est-ce qu'ils recherchent quelqu'un qui fait des graffitis? Puis je pense que c'est pour eux, c'est des artistes aussi, les gens qui font ça. Ils veulent être vus. Donc, il fallait trouver une façon qu'il n'y ait pas un canvas où ils pouvaient faire un gros graffiti puis qu'il allait être vu. Là. On a identifié quelques techniques, quelques solutions. Entre autres, la première, ça a été d'utiliser du sapinage. Fait que, littéralement du sapin parce que, justement, ça, c'est moins propice. Non, c'est ça. Non, en fait, je pense pas qu'on a eu de cas. Là. Puis c'était dans le temps des fêtes, donc c'était beau. C'était littéralement comme si il y avait une petite forêt au centre. Une forêt boréale. Oui, avec des petites lumières. C'était mignon. Et on a aussi utilisé du coroplaste. Du coroplaste avec ce qui venait de donner une espèce de texture puis un relief, en fait, aux personnages qu'on utilisait parce qu'il y avait un autre concept où on présentait des personnages. Puis ça aussi, ça réduisait les chances d'être vandalisés. Donc, on le voit derrière le REM, il y a les chantiers, mais là, les gens qui nous écoutent, peut-être ils vont avoir envie d'aller ça sur notre site web ou même ils vont voir autrement nos chantiers du REM parce que finalement, on s'est donné un défi, mais au moins, on est arrivé avec quelque chose de plus agréable pour les gens qui côtoient des chantiers, des fois pas toujours évidents à côtoyer finalement. Merci, Rose. Merci. Prochaine Station est un balado produit par CDPQ Infra. Si vous avez des questions concernant le REM, visitez notre site web rem.info ou suivez-nous sur les médias sociaux.